Il n'y a pas que les adolescents qui ne peuvent pas se sentir très bien. Beaucoup de patients, beaucoup de gens, on ne supporte pas d'aller bien. Pourquoi? Par toute raison. La superstition, c'est que si je vais bien, je risque d'aller pas bien, alors que si je vais pas bien, je risque d'aller bien. Bon. Euh, Alors, effectivement, le négativisme, le fait d'aller mal, c'est quelque chose qu'on rencontre chez les patients et qui est vraiment fondamental. Je crois que c'est lié à la pulsion de mort, enfin, je pense, enfin, c'est lié au négatif, c'est lié au fait que être bien, ça renvoie à la toute-puissance, ça renvoie à des choses qui sont, je pense, pour l'inconscient, assez dangereuses. Parce que ça, le summum du bien, c'est la jouissance incestueuse, c'est le summum de l'état bien. Et donc, je pense que c'est à cause de ça qu'on se croit obligé de pas aller bien. Et alors, ce trait psychologique est effectivement accentué à l'adolescence. Mais pourquoi c'est accentué à l'adolescence? Parce qu'à l'adolescence, justement, on a du mal à réaliser ses rêves et on a tendance à dramatiser effectivement le sens de la vie et je me rappelle d'un adolescent qui disait en hôpital de jour, qui disait je vais bien, je vais grave bien, je vais grave bien. C'est-à-dire qu'il était tout étonné lui-même d'aller mieux. Hein. Donc aller bien, c'est que ce n'est pas finalement la clé du bonheur. Bon alors c'est vrai que les jeux vidéo en particulier sont une, une dérivation, c'est une dérivation de toutes ces pulsions, c'est possible. Mais il y a pire que ça. Ce qui est pire, c'est que ça devient chez certaines une vraie addiction. Une vraie addiction, c'est-à-dire quelque chose d'identique à une espèce de drogue. Mais en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'adolescent ne fait pas tellement la différence entre l'imaginaire et le réel, et que cette facilité de tuer les gens en jeu vidéo ou d'être tout puissant dans une espèce de guerre fictive et imaginaire, ça peut entraîner chez certains adolescents perturbés, ça peut entraîner des passages à l'acte. D'ailleurs, régulièrement, on voit tel adolescent qui était accro au passage à l'acte, des adolescents criminels, on voit ça régulièrement. Et régulièrement, on soulève de nouveau le débat de ces jeux vidéo et de. Alors ça, c'est un problème. Que faire? Eh ben, que faire? Il faut tout simplement limiter. Il faut lui dire à l'adolescent, ben, tu peux jouer de telle heure à telle heure, mais pas plus. Et c'est le seul moyen, si vous en connaissez d'autres éléments, alors évidemment, le reste, c'est d'entraîner l'adolescent dans des jeux collectifs ou des choses où il ne va pas s'enfermer tout seul dans cette solitude ludique. Alors, ça, c'est une question très intéressante, mais il y a plusieurs choses là encore dans cette question. C'est la question de l'identification et de l'identification symbolique par rapport à l'identification imaginaire. Étant donné que l'identification symbolique est une identification qui dure, qui fait que les traits de la personne à laquelle
laquelle on s'identifie sont ancrées dans la personne et deviennent le propre de la personne, alors que l'identification imaginaire, bien sûr, est une identification labile qui risque de disparaître facilement. Et il y a autre chose, l'identification adhésive, ça je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. S'il y a de l'adhésivité, c'est quelque chose qu'on rencontre dans certaines maladies comme l'épilepsie, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est un comportement d'objet qui a été, je crois, plus ou moins esquissé par Freud, mais pas très très peu. Enfin, c'est le fait de coller à l'objet, mais identification, je connais. Alors l'identification projective, c'est tout un programme. Ça a été inventé, ça, non pas par Freud, mais par Mélanie Klein. Mélanie Klein s'est emparée d'un livre de monsieur qui s'appelle Julien Green, qui est mort maintenant, et qui a écrit un livre qui s'appelait Si j'étais vous. Et dans Si j'étais vous, le héros a ce pouvoir magique de se mettre dans la tête de l'autre. Mais de s'y mettre définitivement, si je puis dire. Enfin, ça, c'est la fiction qui permet ça. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il devient tel autre, il a les possibilités de l'autre, mais il a aussi ses restrictions. Bon, alors ça, c'est une identification imaginaire, parce que il faut toujours garder à l'esprit la distinction que fait Lacan, hein, introjection symbolique, projection imaginaire. Bon. Ce qui est pris dans soi. Par exemple, l'identification édipienne sont des identifications qui sont dues à la résolution d'une perte d'objet. C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un, vous le perdez, et du coup vous vous identifiez partiellement à lui pour justement pour le conserver. Alors c'est tout le problème aussi avec l'identification narcissique. Parce que dans l'identification hystérique, c'est-à-dire l'identification édipienne, vous allez vous identifier à un trait de l'objet. Par exemple, si vous aimez votre père et que vous n'êtes pas sa femme, puisque vous êtes sa fille, eh bien vous allez, au moment du complexe Édipe, vous allez garder un trait de votre père. Par exemple, je sais pas moi, s'il aime le chocolat et vous aimez le chocolat aussi, enfin bon, des choses comme ça. Dans l'identification projective, c'est tout, dans l'identification narcissique, dont on ne pose pas la question là, c'est plus grave si je veux dire. C'est-à-dire que c'est une identification totale à l'objet. C'est une identification dont on retrouve la base dans Deuil et mélancolie de Freud, hein, c'est-à-dire une identification totale à l'objet. L'objet est pris en soi, et du coup la relation d'objet disparaît. Alors que chez vous, vous allez garder l'exemple que je prenais avec le père, vous allez garder en fantasme l'amour que vous avez pour le père, et même si votre père meurt, ça ne va pas disparaître. Hein, vous gardez en fantasme une fidélité à lui. Dans la mélancolie, c'est une disparition totale du lien à l'objet et une identification à l'objet qui est pris mise à la place du moi. Hein, et qui du coup, mais l'objet qui est pris à la place du moi, c'est un objet qui est forcément méchant, puisque c'est l'objet qui vous a quitté, qui a disparu, etc. Et on retrouve cette identification narcissique dans quoi? Eh bien, dans l'homosexualité, par exemple, où vous avez une identification sexuelle à la mère chez le garçon,
identification sexuelle opère chez la fille. Je dis sexuelle pourquoi? Parce que cette identification, nous dit Freud, elle est à la fois une identification à la personne et surtout dans la partie la plus importante de la personne, donc c'est pas seulement un trait, c'est son sexe. Hein, et c'est pour ça que l'homosexuel a finalement une psychologie de femme en ce qui concerne l'homosexuel passif, et que la femme homosexuelle identifiée à son père, va avoir des traits virils, mais des traits virils affirmés. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Dans la fiction, il y a plein de choses à dire. Enfin, vous voyez, c'est une esquisse de cette question. Voilà.